Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la première apparition publique de Mohamed Boun Abdallah Dionne depuis sa maladie. Le secrétaire général de la présidence qui présidait en panel sur la vision, les réalisations et les perspectives de Macky Sall a salué le soutien du chef de l'État durant sa maladie. Célébration de la journée mondiale des enseignants dans un contexte tendu au Sénégal. L'Union syndicale pour une éducation de qualité demande au gouvernement une meilleure prise en charge des problèmes des éducateurs. Vive tension ce matin à la cité Mamsira 1 de Mbao. Gendarmes et civils ont failli en venir aux mains à cause des chantiers du TER. Les riverains s'opposent à la fermeture de l'unique pont de passage qui relie leurs habitations au reste du pays. Et puis en culture, nous irons à la rencontre d'Ada Mambo, artiste, dessinateur, portraitiste, un art qui lui permet de rendre hommage à travers des tableaux à de valeureux fils du pays. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Première sortie publique du ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, secrétaire général du gouvernement après sa maladie. Face aux journalistes, l'ancien Premier ministre a salué le soutien du chef de l'État durant cette période qu'il a jugée très difficile. Il présidait ce matin un panel sur la vision, les réalisations et les perspectives de Macky Sall organisé par le groupe d'information gouvernementale. Compte rendu signé Al-Hassan Ba et Mohamed Dian. C'est son premier face-à-face avec les journalistes, après une longue absence. Plus de 2 mois passés à l'étranger pour des soins, le ministre d'État revient sur cette période difficile dont il a salué le soutien du président Sall. J'ai été absent du territoire pendant 2 mois et 10 jours. Je me le rappelle moi-même, parce que de ces 2 mois et 10 jours m'ont paru 2 ans. Mais en réalité, c'est une courte séquence. Je pense que nous sommes des humains et heureusement que nous tombons malades aussi de temps en temps pour nous rappeler que justement nous sommes des humains et non des robots. Mais j'ai saisi l'occasion tout à l'heure, je l'avais fait en privé mais je le fais également en public pour remercier et exprimer toute ma gratitude au président de la République, le président Macky Sall, qui m'a beaucoup soutenu pendant cette période qui m'était un peu difficile. Et il m'a soutenu, il a été très présent, m'a soutenu moralement. Le secrétaire général de la présidence a gratifié à cette assistance d'un exposé magnifié sur la vision, les réalisations et les perspectives du chef de l'État. Une initiative du groupe d'information gouvernementale qui fête son premier anniversaire. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut également occuper le terrain politique. J'y vois un renouveau, un réarmement et une grande mobilisation derrière le président de la République. Je pense que aujourd'hui l'heure est au travail et l'heure également est au partage autour des grandes initiatives, des grands programmes qui ont été lancés par le président de la République sur cette séquence 2019-2024. Des thématiques touchant tous les secteurs d'activité développés ici. L'objectif est de faire comprendre au public la volonté et les réalisations du président Macky Sall, vendre ce que son gouvernement est en train de faire. L'école sénégalaise fonctionne correctement, il n'y a pas de boycott, précision du secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui invite tous les acteurs au dialogue et rappelle que l'État reste ouvert, le G20 n'est pas exclu. Je vous propose de l'écouter, des propos toujours recueillis par Al-Hassan Ba et Mohamed Dian. Il y a eu une réforme constitutionnelle qui a vu la suppression de l'échelon intermédiaire qui était le Premier ministre dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et il y a eu, bien entendu, donc un besoin de recentrage par rapport à ce monitoring. Et le président de la République a désigné le ministre Cheikh Kanté, qui est le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, pour coordonner
cela à côté des autres ministres sectoriels, notamment fonction publique, travail, éducation nationale, etc. Et ils ont eu des séances de monitoring dans la vérité. On sait là où on a eu un peu de retard, comme en matière de mise à disponibilité des parcelles dans les AC, et ça a été rappelé par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres pour que le gouvernement y travaille davantage. On connaît ce qu'il y a à faire, le net a été fait et il sera justement complété par des actions nouvelles. Maintenant, le gouvernement a travaillé avec le G7, comme on l'appelle, parce qu'il y a eu des élections de représentativité au niveau de ce secteur, avec un comité du dialogue social sectoriel qui s'occupe de l'éducation. D'autres syndicats ont créé le G20, mais l'État est ouvert. Ce que le chef de l'État nous dit, c'est l'inclusion, c'est le Sénégal de tous. C'est au nom de ce Sénégal de tous que le gouvernement continue à travailler pour qu'il y ait justement cette école de la réussite. Il n'y a pas de problème particulier. Justement, la journée mondiale des enseignants célébrée ce 5 octobre au Sénégal dans un contexte tendu. L'Union syndicale pour une éducation de qualité a profité de l'occasion pour revenir sur les problèmes rencontrés par les enseignants au Sénégal. L'USEC interpelle les autorités pour une meilleure prise en charge des problèmes des éducateurs. Maguette Souare Diallo, Modou Diop pour plus de détails. Ouverture des classes. À peine la rentrée annoncée, on évoque déjà des remous du côté de certains syndicats d'enseignants. La journée de l'enseignant de cette année intervient dans un climat tendu. Nous considérons que la journée mondiale des enseignants est un moment, c'est vrai, de communion avec les autres secteurs, mais aussi c'est un moment d'introspection et de réflexion des enseignants eux-mêmes sur leurs conditions. Occasion saisie par l'Union syndicale pour une éducation de qualité de lister les mots qui bloquent le système éducatif sénégalais. Le coordonnateur de l'USEC plaide pour de meilleures conditions de travail. Des classes pléthoriques, des classes multigrades, des classes à double flux, alors que les enseignants qui sont appelés à enseigner dans ces conditions-là n'ont pas toujours eu la formation requise, ce qui va déteindre sur la qualité des enseignements-apprentissages. Pour améliorer les conditions de travail des enseignants, l'Union syndicale formule quelques recommandations. Il y a des questions de fond en faveur de l'école, des conditions, de meilleures conditions de travail pour les élèves, pour les enseignants, qui ont toujours été prises en charge. Cette question-là, elle demeure depuis longtemps. Mais maintenant, le gouvernement, c'est à la suite de cela que le gouvernement a accepté de chercher des moyens. Depuis 1994, le Sénégal célèbre chaque année la journée dédiée aux enseignants, un secteur qui a du mal à se départir des maux qu'il gangrène. Toujours dans le domaine de l'éducation, plus de 600 récipiendaires de la FASTEF ont reçu leur diplôme ce matin et ils se disent prêts à relever le défi pour un renforcement du système éducatif performant. On écoute quelques-uns interrogés à l'issue de la cérémonie par Cher Diop et Modou Diop. C'est un moment extrêmement important pour nous étudiants et stagiaires de la FASTEF parce que c'est un moment non seulement de communion, de retrouvailles, mais aussi c'est le moment où l'étudiant reçoit son diplôme. Un diplôme qui est extrêmement important pour sa carrière, mais aussi pour ses projets dans le futur. Donc cela ne peut être que joie et fierté. Donc, et aussi la famille qui est là, donc c'est une grande joie. Nous avons un diplôme professionnel pour exercer un métier noble qui est un métier d'enseignant. Aujourd'hui, je sais que les étudiants sont assez outillés sur tous les plans pour relever le défi. Le défi, je pense, comme vous l'avez souligné, c'est participer maintenant à la bonne formation des Sénégalais, mais aussi participer aussi à l'éducation. Contrepart international, le ministère de l'Éducation nationale et l'USDA mettent en place un programme intégré d'alimentation scolaire et de nutrition
pour une durée de 4 ans. Le but est d'accompagner plus de 43 000 élèves au Sénégal répartis dans 720 écoles. Ce programme a pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire, réduire l'incidence de la faim et d'améliorer l'apprentissage scolaire pour un enseignement de qualité. Voici le coordonnateur Amadou Souaré, interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Les préoccupations du gouvernement exprimées à travers le paquet, c'est de dire que aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui appuient l'État du Sénégal dans le domaine des cantines scolaires. C'est déjà bien, même si ce n'est pas suffisant. Mais c'est à dire aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui appuient, mais la plupart des aliments qui sont distribués, ce sont des aliments importés. Or, si on veut parler de durabilité, de pérennisation, il faut forcément que les aliments qui sont distribués au niveau des cantines scolaires soient d'origine locale pour que les organisations qui gèrent ces cantines-là puissent gérer, disons, l'approvisionnement. Parce que si vous devez demander à ces organisations d'acheter des aliments aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, ça pourrait être compliqué. Donc ce n'est pas une question que les aliments locaux sont meilleurs ou ne sont pas meilleurs, mais c'est que pour vraiment une question de pérennisation et de durabilité, il faut travailler à ancrer les CGE dans l'approvisionnement en aliments locaux. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition chaude matinée à la cité Mamsira 1 de Mbao. Gendarmes et civils ont failli en venir aux mains à l'origine de la vive tension. Les chantiers du train express régional et les riverains des rails s'opposent à la fermeture de l'unique point de passage qui relie leur habitation au reste du pays. Les explications de leur porte-parole Talla Diouf, interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. On est confronté, depuis que ce projet de terre est instauré dans ce pays, les populations vivent vraiment le calvaire. On est dans un désagrément total de pouvoir circuler librement. Du début du projet, ils étaient clairement définis que toute personne affectée par ce projet serait vraiment dédommagée. Mais ce qu'il en est aujourd'hui, c'est vraiment la contradiction totale. Récemment, je viens de recenser 14 maisons qui sont face à ce pont-là, qui sont actuellement inondées, que leurs propriétaires ont dû abandonner malgré eux, vraiment parce qu'ils n'avaient pas de solution. Le deuxième point, ça veut dire que le mur là, on s'est réveillé du matin de vendredi. On a vu que les mêmes équipes se sont plantées sur les lieux pour implanter leur rideau là artificiellement. Et que vous savez que ce mur peut se prolonger vite fait de 500 mètres par jour. Donc ça veut dire que si on n'a pas de réaction subite, on prendra le train en retard. Je les avais réclamés en passerelle parce qu'on n'est pas obligé. Je veux dire, ceux qui sont les résidents de la cité Mamsira 1, 2, voire cité police et finance, ne sont pas obligés d'emprunter le pont jusqu'au rond-point là-bas de Capec pour pouvoir revenir gagner leur maison. Ça, c'est inadmissible. Mairie de Mbao, une histoire de détournement pollue l'atmosphère. Un groupe de conseillers municipaux compte porter plainte contre le maire devant la CRI pour enrichissement illicite. Selon eux, le maire a fait main basse sur les secours qui leur sont destinés à l'occasion de la Tabaski et l'argent détourné s'élèverait à près de 25 millions de francs CFA. Les propos de Cheikh Dia, conseiller municipal à la mairie de Mbao, que je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Salif Sow. Nous partageons ce conseil avec un maire qui, comme je l'ai dit tantôt, depuis 5 ans ne fait qu'une gestion chaotique, une gestion nébuleuse. Il s'agit d'un décaissement de 25 millions effectué par le maire sur le compte réservé au secours aux indigents dans le budget de 2019. Alors, ce décaissement a été fait sur la base d'un procès verbal d'une supposée commission sociale, alors qui a choisi 100 personnes considérées comme étant des nécessiteux. Et chaque personne devait recevoir 250 000. Alors, après constat, après vérification, nous avons identifié clairement des personnes sur ces 100 personnes et nous les avons approchées. Et il s'est trouvé que ces personnes nous ont clairement dit qu'ils n'ont jamais reçu la somme de 250 000 venant de la mairie. Alors nous trouvons que cette affaire est scandaleuse, cette affaire est trop grave
et il faut la porter devant la presse, mais aussi il faut la porter devant la population pour que les gens sachent que le maire qui est là actuellement, le maire de Mbao, est en train de s'enrichir sur le dos des populations de Mbao. On réclame plus qu'un audit parce que nous allons, après ce point de presse bien entendu, nous allons entamer des actions judiciaires. Les correspondants en banlieue ont tenté de joindre la mairie, mais leurs tentatives sont restées vaines. La commune de Keur-Mediabel tend vers la maîtrise de la gestion lancinante des questions des déchets solides. Et les autorités municipales, avec l'aide de la Caritas, ont obtenu un centre de valorisation et de gestion estimé à 80 milliards de francs CFA pour régler définitivement cette question. Une visite du centre a été effectuée. Voici le maire de Keur-Mediabel, Alioune Kébé, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahima Diamé. Nous sommes en train d'essayer de prendre en charge la gestion des déchets solides. Ce n'est pas évident, mais il fallait commencer. Et on a commencé ça depuis 2004. On a essayé, c'était un village et on voulait rendre notre village propre. On a essayé et à partir de 2011, Caritas est venu nous rejoindre pour former et sensibiliser les populations. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce niveau-là. Nous gérons d'abord la collecte à domicile, nous gérons le transfert, nous gérons le stockage et nous sommes en train de gérer le tri et la valorisation. Donc toutes les échelles, tous les niveaux de prise en charge de la gestion des ordures est engagé et pris en charge. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où on sait que les ordures, comme disent les autres, c'est de l'ordure. Ce qui veut dire qu'il y a des richesses encore dans les ordures. C'est ce qui fait que nous avons pensé aller plus loin avec Caritas pour trier et valoriser les déchets qui sont là. Donc quand vous voyez les sacs qui sont là, sur ces machines-là, vous voyez que de faire le tri, il y a le plastique, il y a le zinc, il y a toutes les matières qui sont dans les poubelles qui sont mises à côté pour être valorisées. Un raisonnement des 6 pirogues sénégalaises en Guinée-Bissau, les autorités bissau-guinéennes accusent ces pêcheurs de Joal d'utiliser des filets monofilaments. Cette pratique de pêche est interdite dans cette zone. Ils fixent l'amende à 1 500 000 francs CFA par pirogue. Information de notre correspondant à Mbour, Abdurrahman Diallo. Le secteur de l'élevage au Sénégal confronté à d'énormes problèmes, des difficultés d'équipement, de déplacement des agents, entre autres. L'Association nationale des techniciens de l'élevage du Sénégal, qui tenait son assemblée générale à Lucas 2, veut trouver des solutions. Compte rendu signé à Cher Diop et Modou Diop. Tous des acteurs de l'élevage, un secteur qui depuis quelques années est confronté à beaucoup de difficultés. Une situation déplorable qui mobilise plus d'un. Les difficultés sont à chaque niveau. Au niveau poste, par exemple, il y a l'agent qui est là-bas parfois qui a des problèmes pour se déplacer. Il y a des agents qui sont en location. Il y a des postes qui n'existent que de nom pour le problème des maladies émergentes. N'est-ce pas? L'agent est confronté. Il y a l'agent qui va contrôler la viande que tu manges, ou bien le lait et tout ça. Donc il va être protégé. Il est en contact avec des couteaux, du sang, les coups de patte au niveau des vaccinations, les coups de sabot, tout ça. Donc l'agent est un perpétuel danger, surtout dans la brousse. Conscient des manquements soulevés par les professionnels de l'élevage, le représentant du ministre de tutelle compte transmettre le message aux autorités. Pas plus tard que la semaine passée, il y a plus d'une centaine de motos que nous avons acquis pour donc appuyer la mobilité des agents. Et je crois que prochainement, il y aura également une dizaine de camionnettes qui sont déjà acquises. On est dans les procédures. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Les difficultés sont là, mais nous devons continuer à travailler. Et pour travailler, il faut déjà réfléchir à partir des moyens qui existent. Que devons-nous faire pour exécuter efficacement les missions qui nous sont dévolues et maintenant, au fur et à mesure, continuer maintenant à travailler à l'amélioration des moyens. Et je crois qu'au fur et à mesure que les opportunités se présenteront, c'est une question qui sera prise en charge. L'élevage, un secteur qui occupe une place importante dans l'économie sénégalaise, suffisant pour que ces acteurs demandent plus de soutien dans l'optique de mieux booster leur secteur d'activité.
Nous allons à Ziguinchor à présent avec le poste de santé du village de Kagnobon qui manque de tout ou presque, rupture récurrente de médicaments, plateau sanitaire quasi inexistant, défaut de ressources pour prendre en charge certains agents, mais surtout des cas d'avortement allant parfois jusqu'à 5 à cause des multiples référencements pour échographie sur plusieurs kilomètres alors que l'ambulance est en panne depuis plus de 10 ans. Reportage signé notre correspondant sur place, Boubacar Diassi. Des lits de fortune, une poignée de médicaments juste pour soigner des blessures superficielles, même pas 10 ciseaux sur la table, une seule balance. Le poste de santé de Kagnobon dans le département de Bignona manque de tout ou presque. Et pourtant, il polarise 7000 habitants. Le plateau technique est tellement baisse. Il y a aussi beaucoup de ruptures de médicaments. Et la motivation des agents de santé, ça pose aussi problème parce qu'on n'a pas assez de ressources pour cela. Sa maternité est tout aussi vide que le poste en tant que tel. Avec au moins 10 accouchements par mois, les femmes enceintes sont obligées de faire plusieurs kilomètres pour une échographie. Mais avec l'état de la route, certaines perdent leur grossesse. Parce qu'il faut dire que l'appareil le plus proche aujourd'hui du village de Kagnobon se trouve à Bignona, à 22 km. Alors que nous sommes polarisés par Tchonkissil qui se trouve à 23 km de Kagnobon. Donc ne serait-ce que les déplacements des femmes en état de grossesse qu'on peut compliquer l'évolution de ces grossesses-là. Si on rencontre des fois beaucoup d'avortements, par mois on peut enregistrer 5 avortements. Cette souffrance des femmes est désormais un mauvais souvenir puisque ses partenaires du village leur ont offert une échographie de la dernière génération. Et vraiment c'est un ouf de soulagement pour tout le village de Kagnobon. L'appareil c'est la haute technologie, la dernière technologie des appareils de l'échographie. Même l'ingénieur l'a confirmé en disant que si le médecin est bien formé, lui à partir de Barcelone, il l'aide là. C'est la télémédecine comme vous venez de le dire. Parce que le village a besoin d'une ambulance. Aujourd'hui, c'est des véhicules particuliers qui sont obligés d'amener les gens, les dames, soit à Tchonkessi, soit à Bignona. Quand il y a urgence, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Car avec ses 7000 habitants, Kagnobon n'a même pas d'ambulance, celle-ci étant tombée en panne depuis plus de 10 ans. Un village de la commune de Karantaba confronté à d'énormes difficultés. Les populations réclament le bitumage de l'axe Sandiniéry-Kolibantagne, la prise en charge également des salaires de certains agents de santé. À Bakary Kanté Khaligame. Habitant est situé dans la commune de Karantaba. Ce village manque de tout. La route est dans un état de dégradation très avancé. Partout où tu parles, c'est des nids de poules, c'est des étendues d'eau sur la route. Chaque jour, ils passent tout le temps. L'État central est là, ils sont en train de nous faire des mesures, ils prennent des mesures. Oui, on va goudronner. 10 ans, pendant 10 ans, on ne font que des mesures. Nous, on a besoin de routes. Il y a le barrage qui est là, qui a été financé au début par un habitant de la zone. Mais le barrage aujourd'hui est dans des conditions déplorables. Quand je parle à l'État central, je parle au gouvernement du président Macky Sall. Il doit penser à ces populations. Ils ont des cadres à tous les niveaux de responsabilité, mais ces cadres-là sont ignorés. Dans cette zone du Pakao, les jeunes sont souvent candidats à l'immigration clandestine. Ils ne bénéficient d'aucun accompagnement de l'État. Aujourd'hui, on parle de Anida, on parle du Prodac, mais personne ne peut me montrer dans la commune de Karantaba une ferme financée par Anida ou par le Prodac. C'est déplorable, c'est un manque de considération à l'égard de la population de Karantaba. Mais quelque part, ça se comprend. Quand on prend le risque de nommer ou bien de choisir des individus qui pensent plus à leur tête qu'aux besoins des populations, les conséquences sont là. Le poste de santé est construit par la population. Cette poste de santé-là, c'est cette ASC qui gère le poste. Même le personnel qui est là-bas, l'ICP, les matrones, l'ensemble du personnel est payé par l'ASC Barrière de Diaré. Tous ces deux bâtiments-là, c'est la population. Le premier bâtiment qui est là, ce sont les femmes qui se sont levées, cotisées pour construire ce bâtiment-là. Le logement qui est là, c'est la jeunesse qui s'est levée encore pour construire cela. Lors du tournoi de football organisé par les populations de Diaré, les jeunes ont réclamé la mise en place des infrastructures sportives dans tout le département de Goudomp.
Puis le gouverneur de Tambacounda et le délégué général à l'entrepreneuriat rapide exigent le remboursement des crédits. Pour rappel, 1,2 milliard de francs CFA ont été alloués à la région et le taux actuel de remboursement tourne autour de 72%. Moussa Omar Gueye. Omar Mamadou Baldé, le gouverneur de la région de Tambacounda, ne mâche pas sur ses mots. Les mauvais payeurs seront traqués. Pour autant, les bénéficiaires des financements de la DER qui ont des difficultés pour honorer leurs engagements seront accompagnés. Que nous avons une porteuse de projet qui a remboursé la totalité de son prêt 2 mois avant l'échéance. J'ai indiqué que c'était un motif de satisfaction et d'ailleurs les services vont travailler à ce qu'elle puisse être reçue par nos services et pour la féliciter, elle a donné un exemple. Maintenant, pour les 22% qui, pour le moment, n'ont pas remboursé, le travail est en train de se faire. Si le non-remboursement se justifie par des raisons objectives, ceux-là vont bénéficier de notre accompagnement pour aller vers le remboursement. Si malheureusement, comme certains Sénégalais, quelquefois peuvent se comporter, c'est un refus en pensant que c'était des financements politiques, nous aurons une posture de rigueur. À Tambacounda, pour ce qui est de la seconde phase des financements de la DER, le montant pourrait aller jusqu'à 3 ou 4 millions selon le délégué général à l'entrepreneuriat rapide, Papa Amadou Sarr. C'est d'ouvrir les perspectives pour 2019 et au-delà. Et les perspectives sont bonnes dans le sens où nous prévoyons d'investir pas moins de 3 à 4 milliards dans les 2 prochaines années à venir dans la région de Tambacounda, en termes de financement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat, des transports et des services. À Tambacounda, les conducteurs de taxi moto Jakarta ont sollicité vivement une assistance de la part des autorités pour une amélioration nette de leurs conditions d'existence. Santé à présent, journée de consultation gratuite pour les femmes en pleine célébration d'Octobre Rose, une initiative de la LISCA et sa présidente en a profité encore pour plaider pour le dépistage précoce pour venir à bout des cancers. Fatma Guénon au micro de Maguette Souare Diallo. Aujourd'hui, nous avions un objectif de 1000 femmes à dépister. Et à cette heure-ci, nous sommes à 1046. Ça veut dire que l'objectif a été largement dépassé. Ce que nous avons fait depuis 10 ans, on avait commencé par la sensibilisation, l'information. Et actuellement, les femmes adhèrent à ces journées de dépistage parce qu'elles connaissent l'intérêt de se dépister tôt. La première chose, c'est la sensibilisation, l'information pour éveiller les consciences. Leur dire que cette maladie existe, comment faire pour éviter cette maladie et comment faire aussi pour un dépistage précoce. Vraiment, parler du cancer au Sénégal n'est plus tabou et toutes les femmes adhèrent parce qu'elles sont conscientes qu'un cancer vu tôt se guérit. Monde Culture, avant de refermer cette édition, nous allons à la rencontre d'un artiste, Adam Ambo, et dessinateur portraitiste. Un art qui lui permet de rendre hommage à travers des tableaux des artistes, des sportifs, des chefs d'entreprise comme Youssou N'Dour, Sadio Mané, entre autres. Une autre manière de magnifier l'œuvre des fils du pays. Il a rencontré donc nos reporters Ibou Diouf et Pape Sangone Baye. Plus qu'un cadeau, une peinture photo personnalisée à l'aide de son crayon, une image affichée sur son téléphone. Ce portraitiste apporte un témoignage, une forme d'hommage à certaines personnalités. Bon, je fais souvent des portraits de personnalités parce que vraiment, ce sont des personnalités que j'aime très bien. Ce sont des personnalités qui font vraiment des choses pour notre Sénégal. À l'instar de Youssou N'Dour, comme vous avez vu, de Sadio Mané. Je ne dessine pas Sadio Mané ou Youssou N'Dour en tant que chanteur ou footballeur, mais ce sont des personnes vraiment qui aident les jeunes, qui font beaucoup de choses pour le pays. Des images très proches du réel et pourtant, Adam Ambo n'a pas appris cet art. Un artiste autodidacte qui a du métier. J'ai commencé à dessiner depuis l'âge de 4 ans. Depuis l'école primaire, je l'ai continué jusqu'à présent quand même parce que c'est ma passion. Je puise mon inspiration partout, sur n'importe quel sujet.
Bon, parfois, je me dis que aussi au Sénégal, vraiment, il y a aussi des personnes qui mériteraient d'être vues sur un tableau pour leur rendre hommage. Dans les halls des entreprises, des salons comme à la maison, les photoportraits sont parfois accrochés au mur. Et pourtant, les portraitistes ont du mal à s'épanouir. Bon, ma conception du métier de portraitiste ici au Sénégal est que vraiment, au Sénégal actuellement, il y a pas mal de portraitistes de nos jours. Ça commence à prendre de l'ampleur. Mais malheureusement, les portraitistes ne sont pas tellement respectés. Voilà, parce qu'on leur paye des prix parfois dérisoires et chacun veut son portrait et vraiment, ça ne nous aide pas à s'épanouir, quoi. Des gens qui le font juste pour subvenir à leurs besoins. Il y a aussi des gens qui le font par passion. Adam Mambo, artiste, est aussi portraitiste, étudiant à licence au département d'espagnol de l'UCAD, une passion pour l'art et des hommages, ce frémissement à l'écoute des hommes qui font le Sénégal. Oui, Boudiouf et Pape Sangoné Mbaye, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.